On va y aller. On a un quart d'heure de retard, donc on va décaler, mais on va essayer de pas trop décaler. Voilà, puisque ça. Olivia Rosenthal était déjà venue en 2010 lors de la première édition du Festival Bruit de Langue. Et elle a été présentée à l'époque par Monique Leroux. Voilà, j'en profite pour saluer, même si elle n'est pas là, mais qui est une collègue à laquelle on tenait beaucoup. À l'époque, c'était On n'est pas là pour disparaître, qui était sorti un peu avant, ou en tout cas la réédition peut-être en poche. Et c'est aussi l'époque d'une bifurcation dans son œuvre. Alors je sais pas à qui je m'adresse pour le moment, je vais me caler. Dans sa méthode de travail, son protocole d'écriture, hein, le fait de partir d'entretien. Donc ça va être un des enjeux de cette discussion, de reparler de ce protocole d'écriture et des différents ouvrages. Mais repartons peut-être du début ou presque. Si on présente Olivia Rosenthal, on peut rappeler d'abord qu'elle a rédigé une thèse en 1992 sur la poésie comme peinture. Je savais que... Je me demande si c'est pas un petit peu perfide ça comme entrée en matière, non? 1992, c'est un peu dur. Hein. Bon, c'est pas grave. Sur la poésie en peinture au XVIe siècle, et puis qu'elle a été maître de conférence à Rennes, puis à Paris 8, où elle a réorienté, où tu as réorienté ton travail vers la création littéraire en lien avec le master de création littéraire de Paris 8, par lequel, je savais pas au début, est passée Stéphanie Arc, qui sera présente après, et Mathias qui est là aussi, Mathias Verger, et donc on a reçu plusieurs comme ça autrices finalement et auteurs passés par ce master, et donc master que tu as dont tu as été responsable de 2012 à 2022 avec donc une habilitation à diriger la recherche sur la création littéraire à l'université en 2017. Ce texte va paraître? Pas en l'état en tout cas, donc peut-être voilà, l'idée ce serait de réécrire un texte un peu sur cette manière d'envisager la recherche par la création, mais pas sous la forme que ça avait dans cette habilitation, parce que c'était une forme un peu académique et je voudrais un peu m'amuser un peu plus avec les formes pour inventer un petit dispositif d'essai différent. Bon, voilà. Super, c'est quelque chose qu'on attendrait bien ici. Et puis parallèlement, depuis 1999, donc Olivia Rosenthal a publié d'abord Dans le temps, c'était le premier récit, roman, on dit roman sur Dans le temps, je suis pas sûr. Parce que c'était marqué en tout cas, je me souviens plus. Jusqu'à donc Un singe à ma fenêtre, qui est le dernier paru, sorti en 2022, dont Olivia va lire un extrait bientôt, puis dont on parlera peut-être un peu plus, parce que c'est plus frais pour tout le monde. Et puis surtout de nombreuses pièces de théâtre, performances, textes écrits dans des revues, et toute une pratique intermédiale qu'on évoquera plus demain pendant la journée d'études avec Julien Rowe, et puis après avec Ketty Ruta-Begoyena, puisqu'il y a, alors je le dis tout de suite à ce moment-là, Olivia reviendra dans une semaine à peu près, un peu plus, 10 jours, dans le cadre d'un partenariat avec le META, le Centre Dramatique National, pour une performance avec Ketty qui s'appelle Le Commun des Mortels. Voilà, tu veux en dire deux mots Donc c'est une conférence, ça prend la forme d'une conférence, un peu comme une conférence universitaire, mais qui se décale petit à petit, et c'est une conférence sur la défécation. Donc c'est un sujet qui est assez peu abordé dans les études littéraires, bien qu'il soit traité pas mal par des auteurs divers et variés. Et donc l'idée c'est d'aller parler de ce dont on ne parle jamais ou très peu, alors que c'est quelque chose qu'on partage tous sans jamais l'avoir dit. Voilà, on voulait pas. Ça sera lors d'un brunch littéraire. Je trouve ça assez drôle que c'était programmé dans ce cadre-là par le META. Donc le 19 mars, c'est un dimanche à 11h. Donc n'hésitez pas, vous regardez. Je crois qu'on a mis un lien quelque part sur le site internet ou ailleurs. Voilà, donc. Même, désolé, je me permets de te couper. C'est dans le livret. Du coup, c'est annoncé le livret de 52 pages que vous pouvez retrouver à la librairie. Voilà. C'est Marie. Alors, une des choses qu'on s'est dites en préparant, c'était que les ouvrages d'Olivia Rosenthal sont souvent drôles, très réflexifs aussi, enfin, c'est des choses sur lesquelles on va revenir, et toujours déstabilisants, ce qu'on peut voir peut-être dès les titres. Un singe à ma fenêtre, par exemple, ou
Village des Bâtards ou même les premiers. Moi, c'est vrai que je me souviens, les premiers que j'ai découverts, j'avais été attiré par les titres, par exemple les fantaisies spéculatives de J.H. le Sémite, qui commencent par d'ailleurs du guano. Donc comme quoi, ouais, en il y a fait, une sorte de fil conducteur. alors c'est bien que tu parles de ce titre qui était assez mal apprécié par mon éditeur mais qui en même temps a accepté de publier le livre sous ce titre qui n'était pas très commercial, je pense. Et en fait, mon idée, c'était d'inventer à l'époque, j'avais des ambitions littéraires, et donc mon idée de l'époque, c'était d'inventer un nouveau genre littéraire après le roman. Et c'est pour ça que ce que tu dis sur la réflexivité m'intéresse, c'était que je voulais inventer un nouveau genre qui serait la fantaisie spéculative, qui a eu assez peu d'écho, je dois dire, dans le monde littéraire jusqu'à aujourd'hui. Ça peut changer, hein, donc voilà. Mais c'était cette idée de travailler à la fois sur quelque chose qui raconte l'histoire d'un personnage et qui passe par des états différents. Bon, je sais pas si on en dira un mot, mais aussi de travailler sur le fait qu'on se promène uniquement dans sa pensée, et que donc on peut jamais discerner quand on lit si je raconte ce qui lui arrive ou si je raconte ce que je pense qui lui arrive ou si je raconte ce que lui pense qui lui arrive. Et donc toute cette histoire donc devient un peu, alors le lecteur, même chose, il sait pas trop finalement, et donc il y a beaucoup JH, donc c'est le nom du personnage parce que il porte des initiales qui seront expliquées ensuite, mais en cours de récit. C'est le seul suspense du livre, c'est qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire JH. Et en fait, ce JH, le livre est écrit avec JH pense que, voilà, et c'est ça le principe. Et après, le début, donc c'est l'histoire d'un personnage qui se demande ce que ça veut dire d'être identifié comme juif. Voilà, de manière générale, et qui passe par des états contradictoires. Donc au début, il essaye d'adhérer à cette identité imposée en étant profondément orthodoxe, et il se rend compte que ça marche pas dans le monde contemporain parce que il y a des règles vraiment très très difficiles à suivre. Voilà, donc, et dans un deuxième temps qui est le deuxième moment du chapitre, alors là il se dit bon bah c'est même pas la peine d'essayer d'être orthodoxe, donc je vais être le plus hétérodoxe possible. Et donc là il fait des trucs qui sont très très transgressifs, du moins dans le contexte de la religion juive, hein, parce que évidemment la transgression c'est un truc qui est relatif. Et donc voilà, il passe comme ça d'un état extrême à un autre état extrême, et donc l'idée spéculative, c'est de voir si à force de passer par des états contradictoires et extrêmes, on finit par accéder à quelque chose qui ressemblerait à une identité possible. Voilà, et donc le premier chapitre, la question que se pose le personnage, puisqu'il est tout le temps en train de se poser des questions, c'est de savoir si oui ou non le livre tiré du film de Lanzmann Shoah, puisqu'en fait Lanzmann a écrit un livre qui est magnifique, qui est donc l'espèce de transcription de ce qui est raconté dans Shoah, qui est un petit livre. Si donc on peut lire ça sur la plage. Est-ce que c'est un livre de plage, quoi, en fait? Donc c'est une grande question. Et donc il y a des histoires de guano, il est interrompu dans sa lecture. Donc là, il est pas très orthodoxe quand il pose cette question. Mais il le devient. Enfin bon, bref, voilà. Donc donc ça n'a pas été tellement. Le livre n'a pas eu une postérité concernant le genre, mais il n'a pas eu non plus un très bon accueil dans les différentes communautés juives qui ont pu accéder à ce livre, en fait. Voilà. Merci. Pardon, je sais pas du tout ce qu'il fallait. Donc les titres, oui, non, on parlait des titres, oui, c'est vrai. Oui, je me permets de rebondir sur quelque chose. C'est plus en rapport avec le cinéma. Donc, tu as dit que donc tu as fait le lien avec le cinéma, mais j'ai remarqué dans d'autres de tes bouquins, en fait, comme Ils ne sont pour rien dans mes larmes et Toutes les femmes sont des aliens, il y a beaucoup de films. Vraiment, tu apportes une place en fait au cinéma grande dans tes écrits. Donc, je voulais savoir ta relation avec. Donc, est-ce que c'est hyper important pour toi ou en fait juste ça découle de tes écrits Ah oui, alors ça c'est toute autre question. Et à vrai dire, l'histoire de Shoah, pour moi, c'était moins un film qu'un livre à l'époque où j'en parlais en 2005. Mais oui, le cinéma a joué un grand rôle dans ma pratique d'écriture comme je ne sais pas comment dire, comme
Enfin, ce que j'ai tendance à dire par rapport à ça, c'est que nous sommes constitués de notre mémoire et que notre mémoire, elle est à la fois fabriquée avec des souvenirs réels et elle est aussi le produit d'un tas de souvenirs qui peuvent être des souvenirs rapportés ou qui peuvent être des souvenirs d'images vues. Et donc, voilà, il se trouve que ma mémoire personnelle est constituée de beaucoup d'images cinématographiques. Et que donc finalement, si j'essaye de parler de la mémoire, je suis obligée d'en passer par le cinéma. Et ce qui est toujours amusant quand on pense au cinéma, c'est que du coup on a une mémoire qui offre un éventail de possibles beaucoup plus grand que notre mémoire personnelle. Parce que moi, par exemple, parmi les films qui constituent ma mémoire personnelle, il y a un livre entier consacré à ça, il y a le Alien de Ridley Scott. Et donc je trouve que c'est toujours assez drôle, même si c'est un peu inquiétant, de penser que certaines et certains d'entre vous ont en mémoire des images de films atroces, comme par exemple Alien. Donc moi, par exemple, un de mes compagnons de pensée, c'est le monstre d'Alien. Et voilà, donc ça veut dire qu'on a un rapport comme ça à la mémoire qui finalement qui est très plastique en fait. Et ça m'intéresse en fait de questionner de manière générale la question du rapport qu'on entretient avec la mémoire, et plus particulièrement avec cette mémoire-là qui sont à la fois des images réelles, parce qu'on a traversé des choses qu'on a vues et qu'on a en mémoire, et qui sont aussi des images fictives. Et donc, voilà, et particulièrement, je crois que ce qui m'intéresse, c'est ces images fictives qui laissent des traces parce qu'elles sont un peu traumatiques quand même. Et c'est vrai que, par exemple, le film Alien que j'ai vu, puisque tu as dit que j'avais fait ma thèse en 92, je peux dire que j'ai vu Alien à sa sortie. Donc en 1979. Et ben en fait c'était assez traumatisant la première fois où j'ai vu ce film, et c'est resté, du coup il y a cette mémoire et elle est très vive, et il y a plein de films comme ça sur lesquels je peux m'accrocher parce que voilà. Donc par exemple le livre Toutes les femmes sont des aliens, c'est un peu un livre sur cette accroche là. Quelles sont les images traumatiques? Donc il y a Alien, il y a les oiseaux d'Hitchcock, il y a Bambi, enfin voilà. Parce que voilà, l'air de rien, il s'est passé quelque chose là qui met en cause un certain nombre de représentations qu'on peut avoir du monde en fait, ou de la relation aux autres, ou voilà. Et ces films-là jouent ce rôle-là. Et donc, il y a un des ouvrages, effectivement, qui s'appelle Ils ne sont pour rien dans mes larmes, où le travail a été de poser la question à 14 personnes, comme ça. Quel film a changé votre vie? C'est celui-là, pardon. Et donc, c'est... voilà. Il y a un film aussi que tu as vu, mais cette fois, c'était en 1960. C'était... Alors, je l'ai pas vu, hein. Je tiens à préciser. Le village des damnés. Alors, je sais pas si vous l'avez aussi, mais moi, j'avais oublié ce film-là, en fait, mais j'étais traumatisé aussi. Donc... par une image. Alors, qui a vu Le village des damnés? Martin. Et donc dans ce film-là, alors j'avais presque envie de passer la fin, mais enfin je l'ai pas prévu, donc c'est pas grave. Tu veux nous en parler? En fait, Le village des damnés, donc c'est un film que je n'ai pas vu en 1960, mais que j'ai vu à la télévision. Je sais pas, ça passe plus du tout, je pense, ce film. C'était. Il y a eu la Alors, adaptation, mais je l'ai pas vu, ça. J'ai vu la vieille. C'est parce qu'en fait, c'est un film anglais qui a été écrit par un Allemand, dont j'ai oublié le nom là tout de suite, mais voilà. Et donc, c'est un film qui raconte l'histoire d'un village. Rilla. Comment? Wolf Rilla. Voilà. C'est l'histoire d'un village donc en Angleterre exactement, et dans ce village il se passe un truc très bizarre, c'est que toutes les femmes sont enceintes en même temps. Et elles accouchent toutes d'enfants blonds, magnifiques, extrêmement intelligents, etc. Bon, donc a priori tout va bien, mais en fait les villageois se rendent compte que quand même c'est un peu bizarre cette histoire que toutes les femmes accouchent en même temps, que tous les enfants sont blonds, enfin il y a un truc qui va pas. Et en fait oui, il y a un truc qui va pas parce qu'en fait ils finissent par se rendre compte que ces enfants ne sont pas vraiment des humains, mais sont un peu ils viennent d'une autre planète et ils viennent pour envahir en fait d'abord la Grande-Bretagne et évidemment l'Europe.
Et c'est un film qui est un peu à l'époque je le savais pas quand je l'ai vu, mais c'est vraiment une métaphore du nazisme et de la manière dont les nazis se sont emparés de l'Europe. Bon. Et donc ces enfants, ils ont une qualité particulière, c'est qu'ils sont télépathes. Et donc ils peuvent lire dans la pensée des gens et ils utilisent ce pouvoir pour petit à petit éliminer toutes les personnes. Voilà, il y en a qui ont des accidents de voiture parce qu'ils entrent dans leurs pensées en leur faisant croire je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est un truc. Et donc moi, en fait, quand j'ai vu ce film, j'étais petite et cette histoire de télépathie m'a absolument fascinée. Et dans la dernière scène du film, bon, donc le problème c'est comment on va les éliminer en fait, ces enfants qui sont quand même très méchants. Donc ce qui est intéressant déjà, c'est de faire un film où il s'agit d'éliminer des enfants. Vraiment, je sais pas s'il y en a tant que ça, des films comme ça. Même si c'est des méchants, c'est quand même des enfants. Ils ont des yeux qui font peur quand même. Oui, donc ils ont des yeux qui font peur. Et donc l'instituteur décide voilà, d'être le sauveur en fait, c'est-à-dire le résistant ou le terroriste suivant le point de vue d'où on se place, puisque en fait, il décide de mettre une bombe dans son sac et de faire court, parce qu'il fait court à tous les enfants en même temps. Avec la bombe, donc d'accepter de se sacrifier en fait pour le monde et pour le village. Mais le problème, c'est que comme ils sont télépathes, ces enfants, il faut pas que les enfants comprennent que dans sa tête, il y a cette idée qu'il y a une bombe. Ouais, c'est quand même... Non mais voilà, ce truc spéculatif, ça vient de très loin. Ouais. Et alors, moi j'avais vraiment adoré cette scène. C'est donc la scène finale, mais je pense que c'est assez démodé en vrai. Mais en fait, ce que décide l'instituteur, c'est que pour empêcher sa pensée d'aller jusqu'à cette idée, il se dit, je vais penser à un mur de pierre. Donc il se répète cette phrase, je vais penser à un mur de pierre, je vais penser à un mur de pierre. Donc cette phrase lui permet d'avoir un mur qui cache en fait ce qu'il y a derrière, à savoir la bombe. Et en fait, donc la dernière scène du film, on voit le mur qui petit à petit s'effrite. Et donc la question, c'est de savoir si la bombe va exploser avant que les enfants ne comprennent que derrière ce mur, il y a... voilà. Donc je vous dis pas... On s'arrête là. Voilà, on s'arrête là. Mais je pense que ça m'a intéressé à plein de titres. Mais une des raisons, vous voyez, ça fait le lien avec fantasy spéculatif, c'est que en fait, c'est une histoire du pouvoir de l'esprit, en fait, d'une certaine manière, puisqu'en fait, est-ce que son esprit est suffisamment fort pour lutter ou non? Et c'est une image que j'ai gardée en tête très longtemps et que j'ai utilisée, on pourrait dire, dans un livre assez récent, qui est donc Éloge des bâtards, dans lequel un des personnages, et le personnage qui est un peu le double de la narratrice, enfin le double de moi, disons, qui est la narratrice du livre, et qui est un peu le double de moi, en fait a un pouvoir télépathique. C'est-à-dire qu'elle est capable d'entrer dans la tête de ses interlocuteurs, et que à la fois, c'est toujours la même chose avec le pouvoir, c'est qu'à la fois c'est formidable, et en même temps, c'est pas si bien que ça, parce que c'est une forme de... ça la différencie en fait des autres, et ça la met dans une situation qui parfois est assez délicate. Et donc, elle essaye de construire des murs de pierre qui vont lui permettre de ne pas entrer... c'est un peu le contraire de l'autre truc, mais qui vont lui permettre de ne pas entrer dans la tête de ses interlocuteurs, parce que sinon ça rend les relations humaines assez difficiles en fait. Et donc il y a tout un il y a un leitmotiv dans le livre autour de cette histoire du mur de pierre, et qui est très explicitement rapporté au film Le Village des damnés. Et jamais j'aurais cru que ce Village des damnés réapparaîtrait sous cette forme. Et vous voyez, ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que ces souvenirs-là, ils laissent beaucoup de traces, et qu'ils font partie en quelque sorte de mon histoire, et que donc ça revient sous des formes différentes. Et c'est assez drôle aussi de penser que ce film que j'ai vu quand j'étais petite, j'avais pas du tout compris qu'il y avait une allégorie politique, que ça parlait de l'Allemagne, etc. Et donc dans Éloge des bâtards, il y a un chapitre entier en même temps qui est consacré aux relations, on va dire, complexes que j'entretiens avec la culture germanique. Et donc, bon, voilà, c'est l'air de rien. En fait, il y a des choses qui se fabriquent et on ne sait pas très bien ni comment ni pourquoi. Et c'est ça que j'aime bien dans le cinéma, c'est la magie de la réminiscence, en fait, et des réminiscences que ça suscite à des moments différents de sa vie. Et alors, alors je vous recommande vraiment la lecture d'Éloge des bâtards, on va y revenir, mais il y a effectivement, le film est raconté par Lily. C'est vrai que ça pourrait être un surnom d'Olivia.
Oui, Lily, c'est Olivia, mais en bégayé un petit peu. Ah, d'accord. Bah oui, ouais. Et dans un petit texte qui est peut-être moins connu parce que édité par l'IMEC, c'est un super texte où Olivia revient sur son travail et son rapport au cinéma qu'évoquait Marie-Elisabeth sur comment l'image fixe, l'image en mouvement, enfin, et ce rapport à la mémoire. Et je vais chercher le moment où tu parles de télépathie. Le travail télépathique est au cœur de l'entreprise littéraire. Se mettre à la place de l'autre, se couler dans cette place, sentir ce qu'il sent, dire ce qu'il dit, éprouver ce qu'il éprouve. Les entretiens qui participent, au moins depuis On n'est pas là pour disparaître, à mon protocole d'écriture, jouent un rôle déterminant dans ce transfert d'identité. Donc là, j'ai fait une transition subtile, vous voyez. Pardon. Il y a un problème de son. Ouais. Je reprends. Le travail, comme ça vous pouvez noter la citation en entier. Le travail télépathique est au cœur de l'entreprise littéraire. Se mettre à la place de l'autre, se couler dans cette place, sentir ce qu'il sent, dire ce qu'il dit, éprouver ce qu'il éprouve. Les entretiens qui participent, au moins depuis On n'est pas là pour disparaître, à mon protocole d'écriture, jouent un rôle déterminant dans ce transfert d'identité. Ils contribuent à la délégation de la parole. Donc, ce qui était ce film-là, mis en roman, etc., devient une sorte d'emblème, de métaphore, de ton propre travail d'écriture et de ce protocole-là, rapport d'entretien. Voilà. Oui, c'est vrai que quand j'ai écrit ce livre Éloge des bâtards, c'est pas à ça que j'ai pensé. C'est-à-dire, c'était pas un livre qui était un essai sur c'était sur la poétique de l'écriture, mais j'avais vraiment en tête cette histoire du film dont je vous ai parlé. Mais en fait, c'est vrai que ça raconte quand même quelque chose sur un processus auquel je me suis familiarisée. C'est-à-dire que la première fois que j'ai fait ça, j'ai un peu découvert la pratique de l'entretien. Et petit à petit, c'est devenu une sorte de protocole obligé de l'écriture, comme une nécessité d'en passer par là. Au point que j'ai envie de dire que c'est au moment où les entretiens commencent, que l'écriture commence presque, et que que la question de la relation à l'autre est déterminante dans la fabrique d'un livre, sachant que c'est ce que je disais sur le pouvoir télépathique, c'est quand même un pouvoir. Donc voilà, moi je ne nie pas le fait que s'entretenir avec quelqu'un pour un livre qui va reprendre sa parole en la déformant, etc., ça participe de quelque chose qui est une forme d'utilisation avec tous les guillemets possibles et imaginables. Et je trouve que c'est important d'en être conscient parce que c'est quelque chose par quoi je commence toujours un entretien avec quelqu'un. J'essaye d'expliquer la démarche, le matériau, puisqu'en fait il s'agit d'un matériau, et voilà ce que ça met en jeu. Donc, et je me dis qu'un entretien qui marche, c'est un entretien où j'utilise l'autre, mais où l'autre m'utilise aussi. Sinon, mais bon, ça, je peux pas en être sûr, hein. Et quand il m'utilise, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un moment particulier dans lequel, c'est une sorte de moment où quelqu'un a l'occasion, ce qui est assez rare finalement, d'exposer un certain nombre de choses sur lui, qu'il n'a pas eu l'occasion d'énoncer. Donc c'est un moment de parole qui est aussi un moment qui peut être un moment de fiction en fait, c'est-à-dire que moi je vérifie pas que la personne me dit entre guillemets vrai. Ça peut être un moment de fiction, mais en tout cas c'est un moment où la personne peut se représenter elle-même par la parole et elle peut utiliser ce moment pour ça. Après des fois elle le fait pas, mais en tout cas c'est ça le deal, si je puis dire, c'est ça l'échange, c'est ça la relation, et c'est ça que j'aime en fait dans cette pratique, et qui constitue le cœur on va dire de la genèse de tout projet d'écriture. Avec effectivement, il y a un très beau texte dans, je pense pas qu'on l'ait fait venir ici, les collectifs Devenir du roman. Et il y a un texte qui s'appelle J'entends des voix,
alors comme j'avais pas bien tout relié, cette télépathie et tout ça à l'époque, j'avais pas vu, mais ça finit, je crois, ce texte par en gros l'idée que le travail que tu as à faire, c'est de trouver la bonne distance, en fait, garder la distance pour pas se laisser envahir. Et tu reviens dans le futur antérieur là, par les autres, par cet entretien-là. Alors c'est quoi concrètement le travail enfin comment le mur de briques, en fait, comment il se crée dans ces entretiens-là pour être dans une écoute? Parce que d'habitude, c'est pas télépathique, c'est empathie, c'est essayer d'entrer dans une écoute voilà, de ce qu'on connaît pas, enfin, de personnes, que c'est souvent ça l'idée aussi, c'est d'aller vers des personnes, des horizons, des champs sociaux que tu connais pas forcément ou pas bien. Donc comment de l'empathie, on passe à la télépathie, on passe à une manière d'être totalement voilà, dans cette écoute tout en se préservant par ce mur de briques, en fait. Alors dans l'entretien, en fait, on n'a pas besoin de se préserver. L'idée, c'est vraiment d'aller, d'être le plus ouvert possible à ce qui se produit. C'est après, en fait, enfin, c'est la question du rapport au filtre. En fait, voilà, moi, j'utilise la fiction comme un filtre aussi. C'est-à-dire que la fiction, c'est aussi la mise en forme de ces voix, et qu'à partir du moment où il y a une mise en forme de ces voix, forcément, il y a des choses qui vont disparaître, d'autres qui n'y étaient pas, qui vont apparaître, et que c'est dans ce moment-là, c'est ça le mur de pierre, c'est comme vraiment, c'est comme le filtrage en fait de tout ce qui s'est tissé. Et pour accéder à ça, il y a moi j'ai plein de petites étapes successives. Donc d'abord il y a l'entretien lui-même voilà, ces entretiens, sauf si la personne vraiment ne veut pas, mais ils sont tous enregistrés. Mais ils sont enregistrés uniquement pour moi. Et ensuite, il y a le premier filtre, c'est la transcription, en fait. C'est-à-dire que moi, je fais une transcription complète de tout ce que j'ai entendu. Donc ça prend beaucoup de temps, en fait. Donc le filtre, c'est le temps. C'est-à-dire que d'abord on oublie des choses, etc. Donc déjà il y a ces transcriptions, et ensuite je me retrouve avec non pas des entretiens mais avec des textes, en fait. Du coup déjà ça produit des effets de distanciation, le fait qu'on est passé de la voix de l'autre à un texte. Et ensuite et voilà, et après c'est un travail de relecture. Moi je relis énormément ces textes qui sont pas vraiment des textes, et à l'intérieur de ces textes, l'idée c'est de se faufiler à l'intérieur de ces textes et de trouver quelque chose qui n'est pas forcément ce que la personne a dit, mais qui est quelque chose qui me touche dans ce que j'ai entendu qu'elle a dit. Donc c'est là que la relation entre celui qui parle et celui qui écoute se reconfigure, puisque, je sais pas, brusquement, je relis une phrase et cette phrase me reste en tête, et je vais donc, à partir de cette phrase, en écrire une autre, et puis une autre, qui n'a pas été dite par la personne. Et donc c'est une espèce de négociation entre ce que la personne a énoncé et ce que j'ai entendu. Donc ça c'est très important, et ça prend des mois, en fait. C'est très très long, en fait. Je pense que le filtre aussi c'est ça, c'est le temps qui passe et qui fait que on s'éloigne, en fait, petit à petit du moment de la rencontre, et donc aussi du corps de l'autre, et aussi des effets que ça fait de rencontrer quelqu'un, parce que quand même c'est souvent des inconnus, pas toujours mais presque toujours. Donc comme je dis souvent, il y a des entretiens avec des gens qu'on trouve sympathiques, mais il y a aussi des entretiens avec des gens qu'on trouve antipathiques. Et ça, en fait, c'est horrible, parce qu'on peut pas lutter. Enfin, je veux dire, on sait pas pourquoi, mais des fois... Et en fait, c'est bien, le temps, ça permet de corriger, en fait, ces effets un peu intuitifs qui sont parfois, qui nous débordent et qui sont pas forcément très... D'abord, dont on peut pas faire grand-chose, et qui sont pas très utiles. Voilà. Donc mais ça, justement, pardon de te couper, avec ce travail-là, t'as pas peur de dénaturer un petit peu l'essence même des informations? Alors, il y a deux choses. Il y a les informations, je les dénature pas, au sens où je ne change pas une information qui m'a été donnée. Voilà, si quelqu'un me dit qu'il est né à Poitiers, je vais pas raconter qu'il est né à Nantes, quoi. Ça serait impossible. C'est un peu bête, mais... Donc ça, c'est les informations. Après, dénaturer, il n'y a rien de naturel dans un entretien, au sens dénaturer,
il n'y a rien qui serait... Ce que la personne donne, c'est pas naturel. Enfin, je veux dire, c'est une construction aussi. Alors, je sais pas, donc je dirais pas que je dénature, mais c'est vrai que je transforme. Donc ça, c'est le contrat de départ. Hein. C'est le contrat de départ. Après, plus ou moins... Après, quand les personnes récupèrent le texte, ils sont plus ou moins en accord, j'imagine, même s'ils me le disent pas, avec... le résultat, mais le principe c'est ça. Donc en fait il faut que je le dise tout de suite pour que ce soit un élément contractuel, si je puis dire, de cette histoire de la transformation, oui, parce qu'en fait c'est pas tellement que ce que je change les informations, c'est qu'elles sont prises dans un dispositif d'écriture qui fait qu'elles apparaissent à des moments parfois qui changent qui changent la nature même de ce qui a été dit parce qu'on les a décontextualisés ou recontextualisés dans une fiction. Donc ça, c'est assez particulier de retrouver sa parole dans un texte qui parfois n'a rien à voir. Hein. Je peux parler juste de Que font les rennes après Noël, où j'ai bien rencontré des gens qui parlaient de leur rapport avec les animaux, mais ils ne pouvaient pas imaginer que leurs paroles seraient prises à l'intérieur de l'histoire d'un personnage de 0 à 40 ans, qui se sent enfermé dans sa vie et dans sa chambre. Enfin, voilà, ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Moi non plus d'ailleurs, hein, en l'occurrence. Donc, du coup, ça change un peu même ce qu'ils ont dit, quoi. Le fait que ça soit dans ce contexte. C'est vrai qu'il y a toute une veine dans les récits documentaires ou œuvres de non-fiction comme ça qui partent d'entretien en ce moment. Et dans un livre comme 5 mains coupées de Sophie Livry, elle dit pas un mot n'est de moi. Enfin, et que toi, à l'inverse, alors même si effectivement elle reconstruit aussi, qu'elle agence et qu'on peut trouver une part au moins de fictionnalisation dans l'agencement. Toi, tu dis clairement j'extrapole, je sais plus quels sont les mots, mais enfin je reformule. Oui, vraiment, j'ai décidé que il fallait que j'admette ce travail-là, que je l'affirme comme tel, que j'en fasse un élément déterminant, que j'essaye pas de me raconter parce que c'est pas vrai, que je prends de la parole brute. Il y en a qui le font et qui le font très bien, mais c'est pas ça le truc. Et c'est pour ça que je dis la fantaisie spéculative, j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, c'est ça le principe de la fantaisie spéculative. C'est de spéculer, quoi. La spéculation, c'est une disposition d'esprit que je pense avoir depuis assez longtemps, puisque visiblement je l'ai depuis que j'ai vu Le Village des damnés. Et cette disposition d'esprit, c'est une disposition dans laquelle, justement, il n'y a rien qui est brut. Tout est négociable tout le temps, en fait. Tout est négociable, tout est une question, rien n'est fixé. Enfin, donc c'est cette histoire du mouvement permanent. Ça participe du fait qu'on peut pas, il n'y a pas de parole brute. Enfin, il y en a bien sûr, hein, mais je peux pas travailler comme ça. Enfin, ça bouge. La personne a dit quelque chose, donc mais du coup ça m'oblige à me poser une question à laquelle j'avais jamais pensé. Donc cette question, pour cette question j'ai une réponse, mais je pourrais en avoir une autre, et etc. Enfin, et voilà. Et c'est comme ça que ça se fait. C'est la mobilité même de la parole initiale produit des effets. Et effectivement, je pense qu'il y a plein de manières de pratiquer l'entretien. Et voilà, maintenant j'arrive mieux à, disons, au moins à dire ce que je suis en train de faire quand je le fais. Voilà, je pense que j'ai pris un peu l'habitude d'être un peu en conscience de cette chose-là. Mais pour être tout à fait honnête, suite au texte Un singe à ma fenêtre, dans lequel j'ai interviewé des Japonais, et c'est très important parce qu'en fait, c'est la première fois que j'interviewais des gens qui viennent d'une autre culture, dans une autre langue aussi, plutôt l'anglais, mais un peu le français, mais aussi l'anglais. Et c'est surtout la première fois où j'ai totalement échoué dans ma pratique de l'entretien, c'est-à-dire que je trouvais que tous les entretiens étaient foirés, quoi. Vraiment, je trouvais que je savais pas poser des questions, qu'ils n'y répondaient jamais aux questions, qu'ils parlaient toujours d'autre chose. Enfin, vraiment, ça n'allait pas du tout. C'était une catastrophe. Et donc le livre raconte en fait ce rapport perturbé à la parole de l'autre. Donc et c'était la première fois. Mais peut-être que je me suis
quand même questionner, même si je suis pas tout à fait sûre encore, c'est peut-être aussi la dernière fois, parce que je me suis demandé si c'était pas un signe que m'envoyait le Japon pour me dire, bon, là, Olivia, je pense que les entretiens, c'était bien. Ça fait 15 ans que tu fais des entretiens. Peut-être que maintenant, il faudrait que tu passes à autre chose. Je me demande quand même s'il n'y a pas là... Même si... Bon, voilà. Et donc, je ne suis pas complètement sûre, pour le projet suivant, de pratiquer l'entretien comme je l'ai fait jusqu'à présent. Peut-être que là, il y a un moment où quelque chose pourrait se dessiner qui serait un peu différent. Et je pense que c'est aussi important quand on écrit d'être aussi dans ce rapport d'incertitude, en fait. C'est-à-dire de ne pas trop s'installer. Peut-être que c'est ça que me disent les Japonais. Ne t'installe pas. Bouge. Et ils l'ont tellement bien dit qu'ils vont réussir à me faire carrément déménager, je crois. On avait prévu de lire un petit extrait, sauf si Marie-Elisabeth, tu veux intervenir maintenant? Non, mais après je peux pas le lire, si c'est pas... Ah bah si, c'est bien, si. parce que... Okay. Donc un extrait justement d'entretien que j'ai fait avec des Japonais au Japon. Et donc le sujet qu'on était censé aborder ensemble, c'était des attentats au gaz sarin qui ont eu lieu à Tokyo en 1995. Et l'objectif, c'était de les questionner à partir d'un événement collectif sur les souvenirs individuels qu'ils pouvaient avoir de ces attentats et comment l'idée c'était de travailler sur le lien entre une chose collective et une chose individuelle, comment ça s'articule. Et bon, ça a été, comme je vous disais, un échec assez cuisant, puisqu'en fait, ils ne parlaient pas du tout des attentats au gaz sarin, ou très peu. Ils n'avaient absolument rien à en dire, parce que c'était en 1995, donc la plupart n'étaient pas nés, et les autres l'avaient oublié. Mais je savais, 95. Mais mon idée, c'était que c'est intéressant de faire parler les gens de ce qu'ils ont oublié. C'était ça mon idée. 52, on avait dit. Idée foireuse, puisque évidemment, quand on l'a oublié, on n'a rien à en dire non plus. Mais quand même, voilà, j'ai persisté et ça, voilà, j'ai quand même fait un livre avec. Et je vais vous lire de la page 52 à 56, extrait de ces entretiens. J'ai rencontré Yuri dans un café niché à l'intérieur d'un grand centre commercial. Le brouhaha était tel qu'il était bien difficile de nous entendre. J'étais censé m'entretenir avec lui des attentats au gaz sarin, mais il restait étonnamment taciturne. « Quelle est votre relation avec les morts » ai-je fini par lancer dans l'espoir de vaincre ses réticences ou de remuer en lui je ne sais quel souvenir enfoui. Contre toute attente, Yuri s'est penché vers moi, comme si enfin cette question lui était adressée. Ma sœur a toujours été déséquilibrée, et quand elle était jeune, elle voyait notre mère, a-t-il chuchoté. Heureusement, depuis que nous sommes devenus adultes, elle va mieux, ou alors elle n'en parle plus. J'ai relu à plusieurs reprises cette phrase, transcrite à partir de ma conversation avec Yuri. Je l'ai ressassée. Toutes les phrases prononcées par mes interlocuteurs japonais me plongent aujourd'hui encore dans une grande perplexité. J'y trouve l'expression de ce qui me froisse et me touche dans ce pays. Une difficulté à laisser jaillir à l'extérieur des émotions jugées sans doute obscènes ou insignifiantes. Un poids qui s'abat journellement sur les consciences et sur la langue et dont on ne peut se défaire sous peine d'être jugé étrange ou différent ou idiot ou éternellement enfant. Avec le recul, je crois que c'est cette règle du silence, comme vertu hautement sociale, comme ciment et lien, qui m'a pesé lors de mon séjour au Japon, sans doute parce que j'y retrouve une manière d'être que j'ai longtemps adoptée et contre laquelle il a fallu que je me batte pour réussir enfin, à mon tour, à parler des morts qui sont autour de moi et qui continuent, parfois contre mon gré, à m'accompagner. Quand as-tu parlé pour la première fois de ton secret ? Te souviens-tu de l'effet qu'a eu cette confidence sur les relations que tu entretenais avec la personne à qui tu l'as livrée ? Cela vous a-t-il rapproché ou séparé ? Sachiro hésitait à prendre place. Elle n'osait pas s'asseoir. J'ai gardé en mémoire ses cheveux gris. Il me semblait qu'une femme japonaise n'aurait pas dû porter des cheveux gris, qu'une tradition informulée aurait dû la conduire à les cacher ou à les teindre. Comme avec les autres témoins,
mes questions sur les attentats n'ont donné lieu à aucune réponse particulière. Soit que les événements aient été trop anciens, soit que la particularité des faits se soit brouillée à force d'être recouverte par d'autres particularités et d'autres événements tout aussi traumatisants ou remarquables. Sachiro, pourtant, je le sentais, avait quelque chose à raconter. Mais quoi ? J'ai tourné autour de sa date de naissance et donc autour de son enfance, de sa famille. J'imaginais que tout secret se loge là, au milieu des siens, sous cette enveloppe qu'on croit protectrice et à l'intérieur de laquelle on étouffe à force d'attention à l'autre. On n'a pas le droit de faire souffrir ses proches, sans doute une règle dont j'imaginais que Sachiro avait dû la respecter à la lettre. « Je suis une enfant de la guerre », a-t-elle dit. On avait faim. Mes parents ne parlaient jamais de cette période, mais j'ai appris, je ne sais pas comment, qu'ils avaient vécu en Mandchourie avant ma naissance et y avaient eu 2 enfants. « Êtes-vous allé en Mandchourie ?» ai-je demandé comme si je cherchais à échanger avec elle sur des lieux touristiques que nous connaîtrions l'une et l'autre et qui constitueraient entre nous un territoire commun. Oui, j'y suis retournée. Retournée, ai-je pensé. Sachiro est retournée en Mandchourie. J'ai ruminé ce verbe si longtemps qu'il est encore là, depuis ma rencontre avec elle. On retourne, là où on n'a jamais mis les pieds. On va voir ce qu'on a en soi sans le vouloir. On se décrypte soi-même à l'aune d'un lieu, d'un nom, d'un paysage et d'une histoire antérieure à laquelle on n'a pas participé. Le secret de Sachiro était coincé là-bas, en Mandchourie, dans des villes dont le nom n'est ni tout à fait japonais, ni tout à fait chinois, ni tout à fait russe, des noms mixtes qui supportent le froid, la bise, la steppe, l'image presque abstraite de camps, de tortures, d'exactions, de corps martyrisés, brûlés, démembrés. Le musée est très impressionnant, mais ma mère n'a pas voulu m'accompagner, a-t-elle précisé. Et comme elle est morte 3 mois après cette visite, je n'ai pas eu le temps de lui poser des questions, même si je suppose que mon père avait été démobilisé au tout début de la guerre, en raison d'une maladie, une pneumonie, je crois. Votre père était militaire ? Oui. Sachiro s'est levé, me signifiant par là que notre entretien était terminé. Je l'ai remercié de s'être déplacé jusque chez moi. Je l'ai raccompagnée, indécise, à la porte. Ce même jour, alors que la chaleur torride m'empêchait de quitter le studio et que je cédais au syndrome du ventilateur, j'ai vu un singe à ma fenêtre. Il ressemblait au petit macaque croisé au bord du canal quelques jours plus tôt. Je l'ai salué, dans l'espoir de le retenir. Il s'est enfui. J'ai fait des recherches sur les liens entre le Japon et la Mandchourie et j'ai découvert qu'au camp 731, situé à Harbin en Mandchourie, des militaires japonais, dans le plus grand secret, avaient pratiqué des expérimentations biologiques et des vivisections sur des cobayes humains qui, dans les circulaires de l'époque, étaient officiellement appelés des singes de Mandchourie. J'ai pensé que le mot singe était une anagramme du mot cygne. Là, on a l'explication du titre. Peut-être le seul moment. Non, il y a un autre moment où il y a le singe. Il y a plein de petits singes qui apparaissent ici et là. Donc il y en a eu un avant, auquel je fais allusion à un macaque. Et puis il y en a un après. Voilà, mais bon, il y a 3 singes. De vous interrompre, mais ça va être l'heure des questions. Oui. Donc, si quelqu'un dans la salle a des questions, pour réagir de façon fraîche à l'extrait. Sinon, Bonjour, moi j'ai une question sur la traduction. Avec les Japonais, j'imagine que vous communiquiez en français par l'intermédiaire d'une traductrice ou d'un traducteur. Comment ça marchait ? Est-ce que ça modifiait beaucoup les termes ? Et comment vous réagissiez face à cette situation de traduction ? Alors il n'y avait pas de traduction parce qu'en fait j'avais pas voulu recourir à un interprète traducteur parce que d'abord c'était compliqué sur le plan matériel et puis je voulais pas qu'il y ait encore une autre personne. Donc en fait ce que j'ai fait moi c'est que j'ai fait un travail en amont de mon départ et j'ai rencontré uniquement des Japonais qui parlaient soit l'anglais soit le français.
ce qui évidemment réduit considérablement la portée de ce que je raconte, puisque il y a pas tant de ça, il y a pas énormément de Japonais qui parlent le français, donc c'est une catégorie de Japonais assez particulière. Mais je me suis dit tant pis, ce que je perds d'un côté, peut-être je le gagne de l'autre. Et voilà, ça m'intéressait aussi parce qu'il y a pas mal de... D'ailleurs, je raconte à un moment dans le livre, il y a pas mal de Japonais qui ont utilisé cette possibilité pour prendre un cours de français, en fait. Et donc, je me suis retrouvée un jour avec une personne que j'étais censée interviewer, qui est arrivée avec 6 autres personnes, qui étaient tous et toutes des membres du collectif qui apprenaient le français. Et donc, je me suis retrouvée avec plein de gens. Donc, c'est typiquement genre de situation totalement incongrue, où il a fallu que je trouve une solution. Et là, ce qui était assez drôle, c'est que la solution, c'était qu'on était dans une salle il y avait 2 salles. C'était à la Maison du Japon à Tokyo. Et donc, en fait, ils sont tous installés dans une salle d'attente, exactement comme s'ils allaient chez le médecin ou le psy. Et ils sont venus les uns après les autres me raconter des trucs. Donc c'était quand même une situation inédite. C'est surtout que ça a commencé à 14h et ça a fini à 23h30, quoi. Donc voilà, typiquement ce genre d'aventure un peu inhabituelle que j'avais jamais éprouvé avant dans mes pratiques d'entretien, et qui du coup était assez éprouvante et en même temps obligeait à réfléchir sur le rapport d'adaptation, sur qu'est-ce que ça veut dire d'être le prof de français qui fait de la conversation, tout en écoutant des choses qui étaient parfois très intimes. Enfin bon, tout ça était assez déroutant quand même. Merci. Merci beaucoup. J'avais une question, moi, sur la manière dont vous provoquez les entretiens. Vous passez une annonce dans le journal en disant écrivain français, recherche personne pour parler avec elle. Alors ça dépend vraiment des projets, mais jamais j'ai jamais utilisé cette méthode que vous proposez. Il faudra que j'y réfléchisse. Mais non, alors soit là par exemple, ce projet sur le Japon, j'en ai parlé autour de moi en fait, à tout le monde. Et puis il y a toujours quelqu'un qui a une histoire. Ah oui, mais tu devrais téléphoner à machin, qui lui-même me met en contact avec truc. Donc ça prend des mois, mais enfin c'est une espèce de par porosité en fait. On finit toujours par rencontrer quelqu'un qui voilà, serait susceptible de. Donc au Japon c'était assez simple parce que finalement il n'y avait pas de contraintes particulières. Enfin, si, il y en avait une, mais tout le monde s'en fichait, donc voilà. Après, par exemple, donc quand j'ai fait le livre sur les gens qui racontent quel film a changé leur vie. Donc là, vraiment, j'étais en résidence dans un endroit, en région parisienne, qui était à la fois une salle de spectacle et un cinéma. Et c'est eux qui ont fait une recherche parmi leurs fichiers de gens qui seraient susceptibles de répondre à cette proposition. Donc voilà, là, il y a eu une sorte d'annonce, je pense, dans un journal interne. Et après, par exemple, pour Éloge des bâtards, c'est la seule fois où j'ai interviewé des gens que je connaissais très bien, en fait, qui ont été à l'origine en fait de ce livre, même si ça se voit pas, parce que le principe c'est de faire un livre plus romanesque peut-être, mais l'idée c'était quand même de partir des gens qui sont autour de moi, des gens très proches souvent, qui sont tous des bâtards en fait, voilà. Et donc c'était une autre aventure hein, de travailler avec des gens qui sont aussi proches, parce que là le livre, c'est quand même, c'est entre nous maintenant cette chose-là. Donc il y avait un enjeu un peu différent, et ça m'intéressait aussi de voir ce que ça pouvait donner. Et alors bien sûr, ils sont tous volontaires, hein, c'est pas, ils veulent bien faire ces entretiens, et ça c'est très important. Hein, le volontariat est déterminant évidemment. Et vos proches, ces échanges de secrets qu'on peut imaginer, ça vous a rapproché ou ça vous a séparé? Ah, justement, c'est une bonne question. Ça dépend. Ça dépend. Alors, j'aurais une question administrative. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire signer
autorisations, enfin voilà, est-ce que dans ton protocole il y a des documents qui sont signés par la personne avec laquelle tu t'entretiens, qui te donne l'autorisation d'eux, et est-ce que par la suite tu restes en contact avec elle, est-ce que tu leur envoies les livres, est-ce qu'il t'arrive d'avoir des retours de leur part, enfin comment ça se passe tout ça, hein? Donc il n'y a pas d'autorisation, il n'y a aucune contractualisation formelle. Après évidemment j'envoie les livres à chacun et chacune des personnes qui a participé au projet. Donc il y a aussi, est-ce qu'on met les noms ou non à la fin pour les remercier? Donc ça dépend aussi parce qu'il y en a qui veulent pas. Donc s'il y en a un qui veut pas, il y aura aucun nom parce que sinon c'est trop compliqué. Enfin, c'est vrai que c'est des questions. Donc là, les livres, en fait, les personnes, j'envoie les livres aux personnes qui ont participé. Et après, il arrive que j'ai des retours, mais pas toujours. Pas tant que ça finalement, sauf quand il y a des lectures publiques. Par exemple, je vous ai parlé de Ils ne sont pour rien dans mes larmes, qui était dans un lieu où j'étais en résidence. Donc là, il y a eu une lecture publique avec les participants et avec plein d'autres gens, et donc ça c'était un moment assez émouvant et intense parce que en fait ils entendaient le texte. Alors je crois qu'ils l'avaient eu avant, hein, quand même. Mais et donc là j'ai eu des retours parce qu'évidemment là ils étaient avec moi, donc souvent les retours c'est un peu enfin il y en a une en particulier qui m'a dit un truc qui à la fois m'a fait plaisir mais m'a un peu angoissée. C'était ça fait 10 ans que je fais une psychanalyse et j'aurais jamais réussi à formuler la phrase comme ça, quoi. Alors bon, parce qu'évidemment l'idée c'est un peu d'aller oui quand même d'aller travailler les endroits les petites. D'ailleurs dans la lecture de ton texte là tout à l'heure il y avait ça sur les endroits où c'est brouillé, où il y a des scories, où il y a je sais pas, c'est comme des cailloux, c'est ça qui est quand même intéressant. Donc forcément ça peut être troublant pour la personne qui reçoit. Après je pense quand même qu'on a un rapport de reconnaissance envers ceux qui ont accepté de parler, et que quand même on l'a intégré, enfin j'ose espérer qu'on l'a intégré, et c'est pour ça que je dis que quand la personne est antipathique c'est très compliqué. Et par exemple je peux raconter aussi une anecdote pour Ils ne sont pour rien dans mes larmes, c'est que parmi les personnes que j'ai interviewées, il y en a certains qui voulaient délibérément pas jouer le jeu, qui me disaient, par exemple, il y en a un qui s'est assis, qui m'a dit, bon, votre projet, j'ai accepté de le faire, hein, ok, mais c'est foireux comme projet. C'est quoi cette idée qu'un film peut changer votre vie? Alors, bon. Donc déjà, c'est un peu... Et en fait, je me suis dit, bon, ben voilà, en fait, le principe de ce travail, c'est d'écrire un texte, même quand ça se passe comme ça. Parce que sinon, tu commences à les éliminer, parce sinon c'est trop facile, en fait, parce que dès que la personne réagit pas bien, alors je l'élimine, puis j'en prends une autre. Et je me suis dit, en fait, quelles que soient les conditions dans lesquelles ça se passera, il faudra qu'il y ait un texte. Donc là, par exemple, c'était un enjeu de réussir quand même à dialoguer avec cette personne qui se refusait à faire l'entretien, quand même. Et donc voilà, et aussi de pas écrire un texte contre la personne, parce que en fait j'ai écrit un premier texte, c'était pas possible. Je relisais, je me disais non, là c'est facile en plus, quand on est écrivain, ça peut être un peu ironique, quoi. Là je me suis dit non, là je peux pas faire ça, donc j'ai jeté par exemple typiquement c'est comment on arrive à faire je pense que ça se voit pas les endroits où j'ai été énervé, parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont énervé. Donc lui, il m'a énervé, mais il y en a un autre qui m'a expliqué qu'en fait, il y a tellement de films qui ont changé sa vie que vraiment, il peut pas en citer un. Enfin, ou il y a aussi quelqu'un qui m'a dit, j'en ai bien un, mais sauf que je me souviens plus lequel c'est. Et je me dis, c'est incroyable, c'est-à-dire que les gens sont volontaires, hein, ils ont reçu un papier où on leur explique, ils s'assoient, et c'est ça qu'ils disent, c'est génial en même temps. Je me disais, à la fois ça m'énervait, en même temps je me disais, mais c'est génial. C'est-à-dire que là, il renverse complètement le truc. Et là, vraiment, lors de ce projet, j'ai vraiment appris des choses, parce que du coup, là, j'avais décidé que tout le monde aurait le droit à son texte, et j'étais obligée de me promener, d'essayer de trouver des moyens, de les amadouer, parce qu'en fait, ils avaient évidemment envie de parler, mais c'était compliqué, enfin voilà. Et donc voilà, donc l'idée c'est quand même, je pense qu'on intègre, enfin en tout cas je pense que j'intègre quand même cette idée que c'est comme un retour sur ce qui a été échangé, et que
par exemple, l'idée, c'est d'éviter à tout prix l'ironie, par exemple. L'ironie, c'est un truc, c'est interdit. À cet endroit-là, c'est interdit. Voilà. Et ça s'est jamais mal passé? Enfin, est-ce que ça t'est jamais arrivé qu'il y en ait un qui se retourne sur toi, qui fasse une lettre en expliquant qu'il allait faire un procès ou ce genre de truc, c'est ça que tu veux dire? Un procès ou juste je suis pas content, je vous ai confié ça, vous en avez fait ça. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu as des plaintes des fois? Pour l'instant, c'est jamais arrivé. Pour l'instant, c'est jamais arrivé. Non, pour l'instant, c'est jamais arrivé. Voilà. On verra. Mais après, c'est vrai que c'est toujours un risque. C'est toujours un risque que j'ai décidé de continuer à courir avec toutes les choses que je vous ai dites de préparation. Enfin, je veux dire, de discussion avant, etc. Et puis c'est vrai que là, les choses sont plus tendues aujourd'hui quand même sur ces questions. Et que même de parler de délégation de parole, même de dire je vais prendre la place de l'autre, enfin, mais je préfère dire délégation de parole, mais quand même, faut faire attention à ça aussi. Et d'ailleurs, oui, donc moi je pense que j'ai toujours fait attention à ça, mais que là il y a quand même un endroit qui peut être politiquement délicat, et que donc au moins avoir conscience de ça, c'est pas inutile. Et après, il faut voir à l'usage, tu vois, peut-être que à l'heure qu'il est aujourd'hui, il faut que je réfléchisse aussi à ça. Il se trouve que si je peux raconter quand même un petit truc, c'est que j'ai fait un projet d'écriture qui était un texte qui était enregistré en fait dans le cadre d'une œuvre plastique. Et le projet, c'était un projet avec des personnes transgenres. Et donc, ces personnes me racontaient ce qu'ils voulaient d'ailleurs, ce qu'elles voulaient, voilà. Mais quand même plutôt sur la question de la transition de genre. C'était ça Et donc moi j'ai écrit des textes, des espèces de poèmes en fait, je sais pas comment dire, des textes un peu. Là par exemple c'était pas simple en fait. Ça n'a pas été, je veux dire contesté, mais par exemple il y en avait quand même qui me disaient, là vous avez écrit ce mot-là, mais quand vous dites ça, ce n'est pas représentatif de ce que vivent, par exemple les transgenres aujourd'hui. C'est-à-dire cette idée que le texte que j'écrivais allait avoir un rôle de représentativité. Non mais ça, j'avais pas mesuré. Et donc là, qui essayait donc de négocier avec moi sur cette question-là, parce qu'il voulait pas que certaines choses puissent être considérées comme représentatives de la communauté transgenre. Voilà. Donc moi, j'essayais de leur dire que moi, je cherche pas à écrire des choses représentatives de la communauté transgenre, parce qu'en plus, je suis pas transgenre. Donc, mais tu vois, là, par exemple, donc là, discussion, pas d'agressivité ou de machin, mais quand même une espèce de chose où je me suis rendu compte que, ah oui, là, on touche à des endroits où ça devient... là, par exemple, la délégation de parole pose question, c'est-à-dire qui suis-je pour... Mais moi, je dis toujours, je fais ce travail avec des gens qui sont volontaires, qui savent, qui peuvent lire des textes que j'ai écrits, qui savent un peu ce que je vais en faire, même si Mais en fait, c'est un rapport à la maîtrise, en fait. Je me suis rendu compte que c'était un rapport à la maîtrise. C'est-à-dire le fait que oui, à un moment, un écrivain prend leur parole quand même, et donc ils se sentent dépossédés de leur propre histoire. Et ça... je peux juste que le constater en fait. Je peux pas dire bah ouais c'est nul ou quoi. Enfin, je veux dire. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si je prenais possession de leur histoire. Donc voilà. Non mais c'est vraiment un débat. On le sait bien. Hein. C'est un débat très délicat. Et donc là par exemple, j'ai trouvé intéressant de me retrouver dans cette situation assez quand même inconfortable, puisque en fait ce qui était drôle, c'est que j'avais envoyé le texte. Alors c'est aussi parce que le texte n'avait pas une forme de livre, je pense. Donc du coup, c'était comme on pouvait intervenir dessus. Je pense que c'était ça. En fait, c'était une erreur, pas commise par moi, mais par la personne qui organisait, qui a pas bien fait le travail. C'est pas comme ça qu'il fallait faire, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je me suis retrouvée avec mon texte en retour, avec des genres, tu dis ce mot-là, mais tu devrais... Donc, il réécrivait, en fait. Là, waouh. Donc, des fois, on a enlevé le texte. On s'est dit, bon, bah voilà, ils veulent pas de ce texte, on l'enlève. Ou ils veulent pas de ce mot, mais... voilà, c'était un peu délicat.
Oui, c'était juste pour compléter. Donc, en quelle mesure tu considères tes interlocuteurs ou interlocutrices comme auteurs ou co-auteurs ou co-autrices de tes textes? Parce qu'il y a maintenant une question de rémunération qui commence à se poser dans ce genre de projet, surtout s'il y a des personnes privilégiées, s'il y a une ou deux qui travaillent avec l'écrivain ou l'écrivaine. Alors je vais être très clair, pour moi ils sont pas du tout co-auteurs du texte, hein. Enfin je suis désolée de le dire aussi crûment, mais ils sont pas du tout co-auteurs du texte. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que les choses soient claires depuis le début. Et il faut aussi, comme je dis, mais ça on peut pas le décider avant parce que des fois ça marche, il faut aussi que pour eux, cet entretien, ils aient envie de le faire pour des tas de raisons personnelles et que ça fasse partie de leur parcours à un moment donné. Mais alors là, et non seulement ils sont pas co-auteurs, mais je leur donne pas le texte, sauf pour le cas des transgenres où c'était un cas un peu particulier. Mais voilà, ils n'ont pas la main en fait sur le texte. Donc ça aussi, il faut être clair au début parce que c'est pas un texte que je leur donne et je dis bah voilà, vous pouvez faire les corrections que vous voulez. Donc par ailleurs, ça ressemble pas du tout à ce qu'ils ont dit, hein. Enfin bon, il faut aussi voir que ça ressemble pas à ce que les gens ont raconté. C'est un texte, c'est une fiction littéraire en fait, même si elle est documentaire, etc. Donc, mais oui, tous ces trucs-là sont. Donc moi je dis ça. Après peut-être que dans 5 ans je vais plus pouvoir le faire. Donc pour l'instant, la liberté que je m'octroie, c'est celle-là et c'est clair, c'est dit comme tel. Après on verra ce que l'avenir voilà, les choses peuvent changer, voilà, mais pour l'instant c'est comme ça et je tiens à cette chose-là parce que sinon, parce que moi ce qui compte pour moi c'est de travailler un texte, de choisir tous les mots. Enfin, tu vois, si je suis plus dans ce rapport d'indépendance totale, s'il faut que je mette tel mot plutôt que tel autre, là je vais pas y arriver en fait, tout simplement. Et surtout je vais pas trouver la jubilation particulière que c'est à un moment donné d'écrire une phrase comme je l'écris. Parce que là, je voyais, quand il me réécrivait mes phrases, c'était plus possible, en fait. Ça ressemblait plus, tu vois, ça devenait une chose politique. C'est important que les choses politiques existent, mais c'est pas le même endroit, tu vois. Et du coup, je me reconnaissais plus ça sonnait plus comme j'avais envie que ça sonne. Donc, voilà, là, moi, j'en suis là. Après, je suis peut-être un peu, j'ai fait ma thèse en 92, hein, donc bon, ça aide pas à être complètement contemporain, hein. Bon, sur ces mots, du coup, je me permets de terminer cette rencontre. Merci Olivier pour ta présence et pour tes réponses.